bonjour à tous et félicitations pour votre nomination effectivement comme Chief Data Officer. En fait, je voudrais juste vous présenter en quelques minutes, se poser la question. Fermez les yeux, imaginez-vous, la tribune, les échos viennent d'annoncer votre nomination en tant que Chief Data Officer, directeur des données, administrateur, général ou pas, des données, de votre organisation. Et votre mission que vous avez acceptée puisqu'elle est rendue publique va consister donc à trouver ce plan de route pendant les 100 premiers jours du Chief Data Officer. Et donc ce que je vais essayer de vous transmettre là pendant les quelques minutes de cette intervention, c'est quelques idées ou quelques pièges que vous allez devoir affronter pendant ces 100 premiers jours de votre job de Chief Data Officer. Alors la première idée à retenir, je pense, c'est de dire finalement, vous allez arriver avec l'énergie du combattant et très vite vous allez vous retrouver finalement dans une bataille, dans un balancier assez difficile et qui je crois est quelque chose d'actualité aujourd'hui dans le monde d'entreprise sur ces sujets de la data, qui est d'un côté le balancier très tech, ou peut-être que, bien entendu, le DSI de l'organisation à laquelle vous avez été nommé vous a accueilli à bras ouverts, mais tout de même pourrait considérer sous certains aspects que la data, ça fait longtemps qu'il en gère, puisqu'il gère des bases de données, et que dans des bases de données, il y a des données. Et donc d'avoir de ce côté ce balancier-là très tech, et puis de l'autre côté ce balancier très juridique autour de la conformité, à la fois bien sûr du RGPD, on en a déjà largement parlé, mais aussi parfois en fonction de vos secteurs, hein, si vous êtes dans des secteurs du type secteur de la banque, de l'assurance, de l'agroalimentaire, avec des questions de traçabilité aussi de la donnée, de l'information qui sont extrêmement importantes. Et donc, en tant que Chief Data Officer, votre job va être d'essayer d'éviter ce mouvement de balancier permanent entre d'un côté la tech qui va vous parler Master Data Management, Data Lake, Data Infrastructure, politique d'API et autres, et puis cet aspect très legal qui va vous parler de conformité, et vous allez devoir jouer une sorte de tango à trois. Danser le tango à trois, c'est pas le plus évident, avec d'un côté le DSI, de l'autre côté votre futur meilleur ami, le Data Protection Officer prévu par la RGPD. Et puis danser ce tango à trois, eh bien vous, votre partition, elle devrait être de privilégier l'approche par la valeur. Alors qu'est-ce que ça veut dire privilégier l'approche par la valeur et la valeur de la data? Et bien en fait, on peut reprendre comme grille de lecture celle de Datanomics, qui était de dire il y a trois facettes de la valeur des données. Alors attention, quand on dit trois facettes, on veut bien dire par là que chacune des données qui sont à l'intérieur du système d'information de l'entreprise ou de données qui peuvent être mobilisées à l'extérieur peuvent avoir différentes facettes. Alors ces trois facettes, quelles sont-elles? La première, c'est la donnée comme matière première. C'est ce qui semble le plus évident, c'est la donnée qu'on monétise, c'est celle qu'on achète, celle qu'on vend. Et donc d'avoir cette logique-là, de se dire qu'est-ce qui aujourd'hui peut être monétisable directement ou indirectement dans mon système d'information, mais à l'inverse, peut-être qu'est-ce qu'il y a des données produites par des tiers que je pourrais avoir intérêt à acquérir. Hein, l'achat de données, en dehors des secteurs très particuliers du marketing, du profilage client, ce ne sont pas des pratiques très répandues. Et pour autant, ça fait partie vraiment de l'un des leviers. Le deuxième, c'est justement la donnée comme levier. On pourrait dire de valeur d'usage. Donc là, c'est plutôt la donnée qui va me permettre de mieux décider, de mieux agir, de mieux produire, de produire plus vite, de décider de manière plus fine et autre. Hein, donc c'est un deuxième type de levier. Donc là, je ne suis plus dans la monétisation, mais je suis bien dans l'usage. Et la troisième facette de la valeur, qui est peut-être la moins évidente à percevoir, c'est la donnée comme actif stratégique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des données que votre organisation produit et qui permettent, parce que vous la produisez, de influer sur toute une chaîne de valeur. Alors, on a un exemple typique canonique que je vais vous citer à nouveau, qui est celui de la donnée du GPS, hein, vous savez, le système de positionnement par satellite produit par l'armée américaine. Et c'est un actif stratégique du gouvernement des États-Unis, puisqu'il a la capacité d'aller dégrader la qualité du signal et la qualité de la réception suivant telle ou telle zone. Donc on voit bien que là, l'actif stratégique, il n'est pas de fermer ou d'ouvrir une donnée, il est plutôt de pouvoir agir sur qui y accède, avec quel niveau de qualité et compagnie. Finalement, c'est un petit peu, pour ceux qui avaient suivi la session précédente, ce qu'on s'était dit autour des données de référence qui figuraient dans la loi pour une république numérique. Donc,
Pour danser ce tango à trois avec vos deux amis, il va vous falloir faire cette cartographie des données. De toute façon, elle vous est demandée dans le cadre du RGPD, en tout cas une cartographie des traitements. Et puis de toute façon, la plupart des DSI se sont déjà aussi embarqués dans une véritable cartographie des systèmes d'information avec une approche d'urbanisme. Et donc vous, votre approche va être d'essayer de faire une cartographie orientée business de ces données. C'est-à-dire à chaque fois d'associer la cartographie technique avec une cartographie de la valeur des données selon ces trois facettes-là. Et puis le deuxième enjeu qui me semble important, c'est la question de l'expérimentation. Alors qu'est-ce que ça veut dire expérimenter? Déjà, pourquoi on cherche à expérimenter? Parce que dans le domaine des données, finalement, et de la valeur des données, on peut décréter assez peu de choses et on peut en constater beaucoup plus a posteriori. Je m'explique. Souvenez-vous, il y a quelques années, les assureurs nous avaient dit on va pouvoir, grâce à des boîtiers connectés dans un véhicule, par exemple, vous donner une information précise sur votre type de conduite et donc vous proposer des tarifs d'assurance plus importants. Un grand assureur français s'est lancé, a lancé une expérimentation. Et au bout de 6 mois, s'est rendu compte que son expérimentation avait fait un flop en termes d'acceptabilité de la part de ses clients. Tout ça fait la différence entre imaginer une valeur et puis après être capable de la constater a posteriori. Donc on va essayer de mettre en place, et ce sera votre job aussi dans ces 100 premiers jours, de réfléchir sur cette histoire de planning, de plan d'expérimentation. Alors qu'est-ce que ça veut dire un plan d'expérimentation? Ça veut dire je vais formuler 10 hypothèses. Certaines pourront être contradictoires entre elles. Ce n'est pas que des hypothèses d'acceptabilité, ça peut être aussi des hypothèses techniques, de faisabilité ou autres. Et puis je vais les tester. Et puis surtout, je vais essayer de faire passer quelque chose qui est, je crois, assez compliqué dans la plupart des organisations. C'est l'idée qu'on va chercher à apprendre et pas à réussir. On ne s'interdit pas de réussir. Mais par contre, on s'oblige à apprendre. On s'oblige à apprendre, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait une expérimentation, on devrait être capable de dire « je le fais parce que je veux tester telle hypothèse et que je veux apprendre ça. Et que si l'expérience tourne bien, j'aurais appris ça. Si elle tourne mal, alors j'aurais pu apprendre ça ou ça. » D'accord? Donc vraiment, je pense que l'expérimentation est essentielle, est un composant essentiel du plan que devrait avoir ce Chief Data Officer dans ses 100 premiers jours. Et puis enfin, dernier point, alors on ne s'était pas concerté avec Godefroy Benzmann tout à l'heure, mais effectivement la question du partage est une question à la fois très compliquée et à la fois, pourtant, je pense, incontournable. Pourquoi? Parce qu'il est très compliqué aujourd'hui de construire et d'exprimer la valeur des données tout seul. Si vous êtes dans une organisation qui imagine qu'elle va être capable tout seul de valoriser au mieux l'ensemble de ces données, eh bien, je pense que vous faites plutôt fausse route. Et donc on est bien dans la logique de co-construire cette valeur de la donnée. Pourquoi co-construire? Clairement parce qu'il y a des usages de vos données qui peuvent être faits par des tiers et pas par vous-même, et qu'à l'inverse, en croisant vos propres données avec celles de tiers, sans doute que vous-même, vous pourrez dégager de la valeur, que ce soit une valeur d'actifs, de levier ou de matières premières. Alors, même si c'est compliqué, il y a déjà des pistes, on n'est pas complètement en terra incognita. Dans les premières pistes qu'on peut voir, il y a des approches par filière. Le constructeur, l'avionneur européen Airbus a une plateforme qui s'appelle Skywise, qui a été développée avec Palantir, qui est une société qu'on connaît pour d'autres raisons. Mais il y a une plateforme de partage de données avec les avionneurs, avec l'ensemble de la filière qui travaille autour de ces données-là. Donc c'est plutôt des données d'usage sur les flottes d'avions. AG Data, c'est une initiative américaine autour des données des machines agricoles et de tout ce qui est agriculture de précision. Tout ça, c'est des approches qui visent à la fois, soit concrètement à mettre en place des plateformes, soit dans le cadre d'AG Data, à définir des règles qui permettent à chacun de partager de leurs données sans se préoccuper, ou en tout cas en ayant moins de difficultés sur la question de la concurrence. Qu'est-ce qui va se passer si un tiers utilise mes données contre moi, sur la question de la loyauté et compagnie. Donc on voit des choses qui approchent. Ça peut être des approches filières, dans ces deux exemples que je vous ai donnés dans le secteur aérien ou dans le secteur de l'agriculture. Mais ça peut être aussi des approches plutôt écosystémiques, qui ne s'intéressent pas à une filière, mais qui s'intéressent plus largement à des tiers. Toute la stratégie d'API des GAFA en est un bon exemple. Vous voyez bien que les GAFA, finalement, ne tirent pas leur pouvoir de la capacité à fermer leurs données. Elles tirent plutôt leur pouvoir de la capacité à être celui qui a la main sur le robinet, qui ouvre et qui ferme. Et qui ouvre plutôt grand à un moment donné, l'exemple de Facebook jusqu'en 2015, et puis qui ferme à un autre moment. On l'a vu aussi récemment avec Google Maps. On a toujours ces mêmes stratégies-là.
Et Shared Street, c'est un projet d'une ONG américaine autour de définition d'un standard de partage de données sur l'occupation des rues. Alors vous voyez, il y a des solutions autour du partage de la donnée, et puis peut-être que votre job en tant que Chief Data Officer pendant ces 100 premiers jours, ce sera d'être capable de sortir de l'attentisme. Alors, pourquoi sortir de l'attentisme? Je finirai juste par une citation que j'ai entendue il y a maintenant quelques années de la part d'un responsable d'une grande entreprise ferroviaire française que je ne peux pas citer, qui était interrogé sur sa stratégie de partage de données de transport. Et on lui disait, mais ça ne vous dérange pas de mettre toutes ces données librement accessibles? Et il a dit, ah, tant que personne ne fait de business avec, moi, j'ai aucun problème. Voilà. Et ben, c'est typiquement contre ce genre d'état d'esprit qu'on va devoir travailler, que vous allez devoir travailler pendant ces 100 premiers jours, et bien au-delà. Et c'est quelqu'un de la direction interministérielle du numérique qui le dit. Merci, Simon Chéniard. Je vous en Faire prie. du business avec, ceux qui s'opposeraient à ça dans le monde même du business, monde marchand de l'entreprise, eh ben, il faut lutter contre ça. Dont acte. Bravo pour ces 3 présentations. Tout de même, on pourrait trouver ça très complexe, l'affaire de spécialistes. Certes, ce sera la mission des CDO dans les entreprises. Mais quelle est la première question qui revient tout le temps chaque fois que vous êtes au contact de chefs d'entreprise et qui vous disent mais voilà, quel est le premier obstacle ou la première question que vous rencontrez, qu'on vous pose? Moi, je pense que la première obstacle aujourd'hui, elle vient justement sur cette question de la valeur, sur la question de la perception. C'est-à-dire que beaucoup de dirigeants ont l'impression d'être assis sur une montagne d'or, sur une mine d'or. Et l'histoire quand même de la conquête de l'Ouest américain nous ont appris que ce n'est pas ceux qui sont restés assis sur le tas d'or qui ont fait fortune. C'est ceux qui ont été la chercher. Exactement, qui se sont retroussés les manches. Et je pense qu'au-delà de cette perception, ce n'est pas juste la question de l'attentisme, c'est aussi la question de la stratégie. C'est-à-dire que si vous vous dites « mes données ont beaucoup de valeur, mais je ne sais pas comment l'exprimer », peut-être que si un autre y arrive avant moi, ça va mal aller. Donc finalement, on est dans une logique où chacun se retrouve à fermer plutôt son écosystème, alors qu'on voit quand même des modèles qui se développent autour de cette notion d'ouverture et de partage.